Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission, Monsieur le maire. Hey, bonjour. C'est bien plus meilleur dans les journaux anglais. Oui. Bien plus meilleur. Les Anglais. Hey, la première page du National Post, la Gazette a mis ça en page 12, mais la première page du National Post, la vie sexuelle de Pierre Elliott Trudeau, un nouveau livre qui vient d'être publié, qui s'appelle Citizen of the World, The Life of Pierre Elliott Trudeau, par John English. Et lui a eu accès à un paquet de documents qui n'avaient jamais été révélés, qui nous font apprendre, imaginez-vous, que ce premier ministre Playboy que nous avons eu est resté vierge jusqu'à 27 ans. Oh, puceau jusqu'à 27 ans. Puceau jusqu'à 27 ans. Moi, j'ai perdu ça à 17 ans. Ça va probablement être dans tous les journaux francophones demain, là, mais c'est assez intéressant. Toi, dans une minute, là, on va faire un tour de table. Un tour de quoi? Pourquoi là, ils nous mettent le National Post? Ben, c'est ça, regarde. Oui, c'est correct, C'était le titre. le titre. Bon, ben là, attention. Moi, je attends. l'ai perdu à 17 ans. Pierre Elliott Trudeau à 27 ans. Et toi, Richard? Ben avant ça. Ben avant ça. Ben avant toi. Ben avant moi? Oui. Bon. Je savais pas que t'étais... Mais, tu regarde, là, c'est pour ça que je veux jamais parler de ma vie privée. Avec toi, tu fais toutes sortes d'insinuations. Moi, je l'ai faite avec une Française de Paris. Ah ben moi, je te dirais pas avec qui. À Brossard, dans un condo. Je suis revenu avec du linge différent. C'est là que ma mère s'en est aperçue. C'est vrai. Écoute, mais Pierre Elliott Trudeau, imagine-toi, en 1947, consultait un psychanalyste à Paris. Ah oui? Oui, parce qu'il y avait des problèmes avec ça. Puis son problème venait de son fondement catholique. Oui, ça, La religion, ouais. Ça fait bien du ravage. Ça rend impuissant. La chasteté réclamée par la religion catholique empêchait Pierre Elliott Trudeau d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Donc, à 27 ans, il était puceau. Et là, on révèle des lettres de ses ex là-dedans, parce qu'il a tout conservé. Il conservait, c'était une espèce de... d'archive ambulante. Oui, il conservait toutes ses lettres d'amour. Les blondes, quoi, il voulait baiser avec lui, quoi? Ben, il y en a deux qui lui ont refusé en mariage, avant Margaret. Ouais. Ça ne les intéressait pas. Et là, quand tu regardes, il y en a une qui était une Suédoise, une diplomate suédoise, Hélène Segerstrail. Et quand elle lui écrivait, elle signait « Puce ». P-U-S-S, pouce. Oui, ça veut dire quoi, ça? Je sais pas. Pouce. Quel drôle de... Pouce en dedans de moi. Poussi? Non. Poussi. Ah, Poussi! Poussi. C'est là que ça devient Poussicat. Ça doit venir... C'est ça, Poussicat. Poussicat, c'est la rue Ontario, là? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Ah, là, tu viens de te mettre les pieds dans la bouche. Non, il y a eu un jugement de la cour dans le temps. Le Poussicat, c'est un endroit où tu peux aller te soulager devant tes danseuses. Et ça avait été jugé légal. Cet homme, mesdames, messieurs... connaît tous les recoins de Montréal. Montréal est une ville conviviale. C'est un guide touristique pour les bas-fonds de Montréal. Mais la Cour avait dit qu'on peut se soulager devant une danseuse et c'est tout à fait légal si ça se fait dans un cubicule. Mais Pierre Elliott Trudeau te donne raison. Oui. Dans une de tes affirmations, parce qu'on apprend que c'est seulement dans la cinquantaine qu'il a commencé à avoir une vie sexuelle très active. Or, dans la cinquantaine, c'est à peu près le moment où il est arrivé en politique. Oui. Et tu disais souvent que dans les officines politiques, c'est... Ça crée une testostérone. Kennedy baisait derrière les cordes de porte, régulièrement. Mais Moi, quand j'étais à Québec, au complexe G, le bureau du ministre au 16e, puis au bureau du sous-ministre, on entendait des gémissements après 5 heures l'après-midi. Ben voyons donc. D'un party du PQ, je vous fais grâce des détails. Ah! Le PQ porte bien son abréviation. Ah, t'es salaud! Ce matin, là, je vais te dire, t'en manques pas une. Oui, c'est vendredi 13. Bon, je t'ai donné raison sur une affaire, mais tu vas finir par me donner raison sur une autre. On dit... Dans la presse de ce matin, et j'en suis fort aise, la féminisation de la profession médicale, les femmes médecins, accentue la pénurie de médecins au Québec. Ben oui. Conciliation travail-famille, il faut vivre avec ça. On a des beaux discours, non, mais c'est parce après on les met en pratique, puis on fait des manchettes avec ça, c'est normal. Non, mais c'est parce que tu as déjà contesté cette affirmation-là. Je n'ai jamais dit. Non. Qu'est-ce que j'ai dit? À chaque fois que j'ai fait ces allusions-là, puis en plus, je pouvais citer le Doc Mayou. Parce que le Doc Mayou dit ça depuis longtemps. Plus il y a des femmes, moins il y a de temps consacré par les femmes, comparativement aux hommes, à leur profession. Parce qu'elles ont un travail. Non, c'est pas un péché. Bon, mais qu'on arrête de se plaindre. On se plaint pas. On se plaint parce qu'on peut pas. On se plaint parce qu'on ne peut pas trouver de médecin. Ben, contingentons la profession, puis demandons plus d'hommes dans la profession, puis il va y avoir plus d'heures de travail consacrées par... Hey, écoute, on a plus de médecins par tête d'habitant au Québec qu'il y en a dans le reste du Canada. Mais le problème n'est pas la maternité des femmes médecins. C'est pas ça le problème. Le problème est plus profond que ça, voyons. Il est où? On n'en forme pas assez.
pour les régions. Tout le monde est concentré à Montréal. On ne parle pas des régions. Le problème des régions est exclu de ce genre d'études-là. Oui. Et ça, c'est une étude quand même sérieuse. C'est l'Institut canadien d'information sur la santé. C'est qui ce monde-là? Ben, c'est qui? C'est qui? Ce sont des gens qui se penchent de façon... L'Institut canadien. Ben oui, tu me dirais l'Institut canadien de la statistique. Je te dirais, on le sait bien, c'est à droite, mais ces gens-là, c'est qui? Ils sont payés par qui? Ils sont payés par qui? Par le fédéral. Ah oui, ça n'a pas été aboli encore, non, ça n'a pas été. C'est pas un programme, c'est un institut. Puis il se penche là-dessus, puis il te donne raison. Plus il va y avoir de femmes, plus ça va être difficile d'avoir des médecins. Plus ça va être difficile d'avoir des médecins de famille. On va juste en former plus. Quand même que tu en formes plus. Ben oui, plus tu en as, ils sont pas tous enceintes en même temps. Non, mais ça coûte de l'argent. Ben oui, mais c'est ça, la conciliation travail-famille, ça coûte de l'argent. Mais tu trouves pas que notre budget en santé est déjà pas mal étiré, élastifié, comme on dit? Ça dépend où on met nos priorités. Ben oui, mais ça coûte toujours plus cher ici qu'ailleurs faire des choses. Ben oui, parce que ça demande toujours plus de monde, parce qu'il y a toujours plus d'absence qu'ailleurs. Ben oui, parce qu'on a mais c'est estimant-là qu'il faut qu'on arrête ça. Toi, t'engagerais juste des hommes dans admettons que ça serait légal, t'engagerais juste des hommes, non. Toi, hein? Non, pas du tout. Ah, une femme pour faire le ménage, le café... torcher les toilettes. Hey, lâche-moi avec ça, là. J'en ai des femmes qui travaillent pour moi depuis des années. Ben oui, t'as nommé une vice-présidente. J'ai vu ça dans le Journal des Affaires, une femme. Ben oui. Ça m'a surpris. Comment ça t'a surpris? J'étais heureux pour toi. Non. Puisqu'on parle des femmes... Ça revient délicat. Non. Parce qu'on parle des femmes... Le cancer du sein. J'ai ça sur mes notes. T'as ça sur tes notes? As-tu vu la nouvelle? J'ai fait le saut ce matin. On a beaucoup de femmes en région qui nous écoutent. Je pense que c'est important d'en parler. Il y a une étude, une autre. Les études sont nombreuses. C'est une étude qui vient du Annals of New York Academy of Science. Là, ça a été fait à Windsor, en Ontario, mais on peut penser que c'est pas tellement loin de chez nous que ça peut être la même chose. Quand les femmes sont des femmes de fermiers, c'est-à-dire qu'elles sont des fermières, qu'elles travaillent sur la ferme, qu'elles sont exposées à des produits chimiques, etc. Elles ont 3 fois plus de cancer du sein que les femmes qui travaillent en milieu urbain. 3 fois plus. Et quand tu regardes ça dans la région de Windsor, c'est encore pire, parce qu'à Windsor, quand elles quittent la ferme, souvent, elles vont travailler dans l'industrie de l'automobile. Et celles qui ont été fermières, qui sont allées travailler dans l'industrie de l'automobile, ont 4 fois plus de cancer du sein que les femmes en d'autres milieux de travail. C'est énorme. C'est énorme. Quand tu regardes ça, c'est préoccupant. Je pense que les femmes... Mais ça, c'est intéressant parce que ça peut expliquer des cas de cancer dans des régions justement éloignées. Pourquoi, tout d'un coup? Pourquoi tout d'un coup? Le contact avec l'agriculture, les produits chimiques, comme tu disais. Oui. Ça a plus d'intérêt que l'autre étude de bidon. Quelle étude bidon? C'est pas une étude bidon, c'est une constatation d'une situation. 43 des médecins sont des femmes. Mais oui, mais ça va s'accentuer avec le congé parental. Et ça va être bien ça va s'accentuer, puis ça va continuer d'être plus difficile qu'avant de trouver un médecin. Bon, parfait. Mais, oui, mais qui fait un petit, là? À un moment donné, mais quand tu gouvernes, là, tu as l'obligation de prendre des mesures pour t'assurer qu'il va y avoir assez de médecins. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse ça de même. Ah oui, parfait. Ben oui, on en forme plus. Alors que je te vois pas te plaindre parce qu'il n'y a pas de médecin. Je me suis jamais plaint contre les femmes. Non, tu t'es déjà plaint parce qu'il n'y avait pas assez de médecins. C'est ça la raison. C'est ça le fondement du problème au Québec, c'est qu'on n'est pas capable de se faire soigner. Les listes d'attente sont trop longues parce que quand tu viens pour te présenter puis qu'elle n'est pas là, ben, elle dit dans 6 mois, on va vous donner un autre rendez-vous. Tu as vu une omnipraticienne opérer, toi? Ah, toi, tu parles des médecins spécialistes qui ne veulent pas opérer. Ça, c'est une autre histoire. Ça. Non, c'est une... Ben, c'est pas de ça. Pas en tout qu'on parle. Le problème n'était pas sur la table au moment de l'étude. Je veux te parler du PQ. Puis là, on va encore se faire accuser, hein? Tu sais, de dire, on reçoit tellement de lettres de bêtises. C'est quoi le numéro du CRTC? On devrait le donner, avant chaque émission, on devrait donner le numéro du CRTC. Les gens, là, retiennent rien que ce qu'ils veulent. On peut critiquer le Parti libéral, on peut critiquer le parti de Stephen Harper, les libéraux fédéraux. On peut faire de la critique sur n'importe qui. Mais sauf les Juifs. T'as pas le droit de critiquer sur des souverainistes et les péquistes. Parce que à chaque fois qu'on fait ça, il y a quelqu'un qui nous écrit pour nous traiter de vous êtes... On sait de quel bord vous êtes. On n'est pas sur le bord de qui que ce soit. Je pense que l'imbécilité n'a pas sa place. A sa place dans la société, puis nous autres, on est là pour la critiquer. Mais regarde ça ce matin. Tu te rappelles, on a parlé hier matin de la fameuse lettre Madame de Olivier. Madame Olivier puis Isabelle Beaulieu qui avait quitté l'exécutif du Parti québécois. Pourquoi Isabelle Beaulieu a quitté? Je ne sais pas, mais regarde ici ce matin. J'aime ça, Monique Richard, la présidente, hier, a évidemment réagi à cette annonce à l'effet qu'on donnait juste des comtés où les gens n'avaient pas de chance quand ils étaient de minorités ethniques. Ça. Jean Elfred a été élu dans l'Outaouais, puis c'était noir. C'est une exception. Comment? C'est une exception. C'est une exception. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Bon, c'est ça. OK. Alors, regarde ça. Moi, j'aime ça ce matin. Le PQ planche sur le choix de candidats des communautés culturelles. Elle dit, c'est pas vrai ce que les deux femmes disent dans leur lettre, mais on va corriger la situation. Tu parles d'un titre, toi. En plus, ah, oui. Le PQ planche, l'industrie du siège est à terre, imagine du bois, le PQ planche. Oui, mais puis pour être juste vicieux jusqu'à la fin, dans leur façon de faire, ils ont dit, ben de toute façon, ces deux femmes-là avaient appuyé Richard Legendre. Oh. Ça veut dire que parce que tu as appuyé Richard Legendre, tu n'es rien pour le Parti québécois d'aujourd'hui avec André Boisclair, c'est ça? C'est ça que ça veut dire? Non, moi, je pense que c'est plutôt une chicane de, je dirais pas le mot en ondes, parce que je pourrais être poursuivi. Une chicane de... Elle est frustrée, Mme Olivier, parce qu'elle n'a pas eu de comté. C'est pas Mme Olivier, là, la réponse vient de Monique Richard ce matin. Elle dit, on va corriger la situation, même si c'est pas vrai. Moi, j'aime ça. Il y en a une noire. J'aime cette logique-là. Il y en a une noire à l'Assemblée nationale. Ouais, qui? C'est une anglophone, je pense qu'elle est libérale, par exemple. Ah, c'est ça, hein? Alors, mais vote ethnique, comme disait Jacques Parizeau. Bon, la commission d'enquête sur nos viaducs. La commission d'enquête sur l'accident. Tu as vu, la presse ce matin nous présente un tableau assez inquiétant de cette commission d'enquête. Je pense que Pierre-Marc Johnson n'a plus sa place. On questionnait ça, nous, quand on a annoncé sa nomination. Écoutez, est-ce qu'on l'a à l'écran, l'organigramme? L'organigramme, qui est dans la page, je ne sais pas si on peut le montrer. Mais c'est intéressant de voir comment Pierre-Marc Johnson et Armand Couture ont des liens dans l'industrie qui rendent questionnable leur position actuelle dans l'enquête. Ça tient même pas debout. Ça tient pas debout. Là. Cette commission d'enquête-là, peut-être que Jean Charest avait une bonne intention de montrer au public qu'il était prêt à faire face à la musique avec une commission d'enquête. C'est de l'improvisation. C'est là que tu vois que c'est improvisé, ce coup de fil-là, samedi après-midi, quand il a mandaté Johnson. Ouais. Puis je pense qu'il faut revenir en arrière. La seule solution, c'est de revenir en arrière, de dire, regardez bien. Et je pense que Yves Boisvert a raison. Il dit, en parlant de Pierre-Marc Johnson, sa vie professionnelle a fait de lui un homme aux liens trop nombreux pour qu'il remplisse utilement cette importante tâche. Et Yves Boisvert a raison. On a des juges, des gens qui sont détachés du pouvoir politique et du pouvoir financier, des vieux juges là, qui sont capables de s'asseoir puis de penser et d'agir dans une fonction comme celle-là. Comme le juge Gomery quand il est arrivé à la commission Gomery. Pierre-Marc Johnson n'a plus sa place. Là. Non, il y a un lien. Premièrement, c'est l'inceste. Cette commission-là, c'est une commission incestueuse. Et ce qu'il y a de plus choquant, moi, que je ne savais pas, c'est que Pierre-Marc Johnson vient de finir un mandat pour le gouvernement du Québec en tant que procureur et avocat dans le conflit du Bois-d'Œuvre. Alors là, est-ce qu'il y aura le courage de blâmer celui qui le paye? Le gouvernement du Québec. Ouais. Parce que le gouvernement du Québec est fautif là-dedans. C'est lui le responsable criminel de ce qui est arrivé. Puis un des éléments soulevés par Boisvert, c'est aussi de dire qu'il a remis temporairement sa démission. Une démission temporaire du conseil d'administration de Ciment Saint-Laurent. Temporaire. Ça veut dire que tu vas y retourner. Si tu y retournes, là, c'est que tu as encore un lien, même si tu l'as coupé pendant une période de vacances, tu as un lien avec cette industrie-là. Quand tu sais que tous les acteurs intéressés par la commission d'enquête ont pris leurs avocats à l'heure où on se parle, et tout ce monde-là est lié par l'inceste. Ouais. Armand Couture, lui, son fils travaille chez Dessau-Soprin. Qui a conçu le viaduc. Ouais. Il reste Roger Nicolet, mais dans le fond, Roger Nicolet, il s'est promené sur toutes les tribunes avant d'être nommé, puis il a émis toutes sortes d'hypothèses. Encore là, ça tient pas debout. Moi, je serais bien à l'aise à y confier ça, moi, Nicolet. L'ensemble de la commission. Moins parce que, sais-tu quoi? C'est que les gens vont dire, mais tel jour, vous avez dit telle affaire, pourquoi vous avez dit ça? Parce qu'à la lumière de l'expertise, on peut réajuster notre tir. Des fois... Un peu de silence, hein? Un peu de silence. Mais Pierre-Marc Johnson, ça n'a pas... Parce que le pire, c'est qu'il va perdre son nom et sa réputation avec ça. Oui, mais c'est parce qu'il va nous faire perdre bien de l'argent, parce que cette commission-là, même avec un beau rapport, n'aura pas de crédibilité. Non. Envoyez un courriel au premier ministre Charest, allez sur www.gouv.qc.ca, section premier ministre, dites-lui, retirez Johnson. OK. 10 millions annoncés hier par la ministre de la Culture pour notre industrie du cinéma. Est-ce que c'était nécessaire? Honnêtement, j'ai trouvé ça surprenant que Québec se mêle d'affaires qui sont habituellement financées par le fédéral. OK, mais les élections s'en viennent. Mais attends que va-t-en compter des scandales dans le monde du cinéma. Notre question ce matin porte sur, évidemment, ces informations depuis 2 jours concernant les CHSLD. Et ce qu'on vous demande, les mouroirs. La question qu'on vous pose ce matin, approuvez-vous
les caméras cachées dans les CHSLD. On a vu les images traumatisantes d'une place et on peut croire que ce n'est pas unique dans le système. Donc, approuvez-vous les caméras cachées dans les CHSLD. C'est là-dessus qu'on veut vous entendre ce matin. On va en reparler, lui et moi, dans quelques instants. Si vous voulez réserver immédiatement votre position sur nos circuits, à Montréal, 514-790-0874, de partout au Québec, sans frais. 1-877-790-3535 ou par Internet www.tqs.ca. Ouais, 10 millions dans l'industrie du cinéma. J'ai de la misère. J'ai un peu de misère avec ça. Et ça sort d'une boîte à surprise parce que quelques réalisateurs ont gueulé. Oui, mais ça, la culture, la grande culture. Moi, là, sais-tu quoi? Écoutez-moi bien, Madame la ministre, si on vous fait un rapport de l'émission ce matin, là, ce que ça prend au Québec, là, c'est d'abord une enquête du vérificateur ou de la vérificatrice générale sur l'argent, comment il se dépense dans l'industrie du cinéma. Parce que d'abord, il faut savoir une chose, l'enquête de la presse il y a 2 semaines nous démontrait que quand un film coûte 10 millions ou 5 millions au Québec, là, 84,5% vient de ta poche puis de ma poche, en taxes, en contributions, de toutes sortes, en crédit. Fait que c'est nous autres qui payons l'industrie du cinéma. Ça, c'est comme l'industrie du bois. À un moment donné, si c'est pas payant, arrêtons d'en faire ou changeons de style de film. Parce qu'il faut mettre nos priorités à la bonne place. Je sais pas, le 10 millions, c'est non récurrent, heureusement. Mais est-ce que c'est un bonbon électoral? Ça se peut, mais en même temps, moi, là, j'ai des informations sur le monde, sur cette industrie, sur la façon dont c'est fait. Là. Actuellement, il y en a un des films à Montréal où on tourne avec une grande vedette québécoise qui vit à Paris, puis son fils est là-dedans avec 2 jobs par jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dénoncer ça? Une grande vedette québécoise vivant à Paris. Laisse faire ça. Dont son fils. Bon, ça, c'est un. Ensuite, un dimanche à Kigali, on a fait transporter des vieux livres pour mettre dans une scène qu'on a été obligé de rapporter ici, dans des containers, alors qu'on aurait pu les jeter ou les donner là-bas à des gens, aux écoles. Mais non, il fallait faire. Il y en avait là-bas des livres, mais on l'a pris ici, on a mis ça dans un container, puis on a envoyé. Pour encourager une compagnie qu'on connaissait? Probablement. Puis quand les gens dans l'industrie du cinéma, là, quand un vérificateur ou une vérificatrice va aller voir ça, là, il va peut-être s'apercevoir que quand la journée de travail est prévue pour 8 jours, il y a du monde qui se fait payer sur 14 heures, sur 8 heures, ils se font payer sur 14 heures. Le même prix, là, pas plus cher. Mais ils disent, McDo 14 heures, parce que ça va être plus facile d'avoir de l'assurance chômage quand le film va être fini. Ça marche comme ça. Ça marche dans l'autre, ça marche comme ça. Aussi, puis ailleurs aussi. Puis là, ils nous sortent un 10 millions. On n'en a pas pour réparer des routes, on n'a pas. Mais on nous sort comme ça 10 millions pour l'industrie du cinéma ce matin. Moi, je comprends pas. Parce qu'ils sont des broyards, incapables d'accepter les règles comptables. Tout le monde fouille dans sa coche, n'importe comment. Puis personne n'est imputable. Puis 85% d'un budget de production viennent de ta poche puis de ma poche. Donc, ça veut dire que c'est un régime de BS? Ça veut dire que la culture ne peut pas s'autofinancer? Bien, ça fait longtemps qu'on le sait. Bon. Ça fait longtemps qu'on le sait. Puis après, c'est les premiers à crier pour l'indépendance du Québec, la survivance de notre culture, ils sont même pas capables. Ils sont même pas capables de gérer un budget de cinéma puis de gérer avec les vraies règles comptables. Mais oui, mais c'est des artistes, Richard, c'est des artistes. Ah oui, les artistes. Moi, les artistes. Les artistes. Oh, j'ai une inspiration. Oh. Ou Ah, voyons donc, toi. Ben, voyons donc. J'ai une inspiration. Voyons donc. Bon, OK, on va parler de... tu as vu ça hier, là, évidemment, chez nous à TQS, ça fait déjà longtemps qu'on avait montré les images du fameux CHSLD. C'est du vieux stock. Mais quand même, quand tu vois ça, ça te fait mal au cœur de voir comment les préposés traitent les gens dans les CHSLD. Et là, c'est toute la question de comment on fait pour les prendre. Est-ce que ça t'a surpris? Je suis pas surpris. Moi non plus, je suis pas surpris. Le problème, c'est comment on fait pour les prendre maintenant qu'ils savent qu'on va pouvoir cacher une caméra dans un écran de télé. Oui, mais regarde, là, justement, leur vidéo repasse. Oui, tu vois ça, là? On voit la préposée, prend le bras. Le monsieur a mal à la tête, là, il se frotte. Il a 78 ans. Oui, il a fait une chute. Il a fait une chute. C'est fréquent chez les personnes âgées. J'espère qu'on les traîne pas toujours. Elle essaie de le relever. Elle a été congédiée. Mais il y en a combien qui travaillent de cette façon-là dans ce milieu-là? Non, mais c'est parce que tu une suite à ce vidéo-là, elle essaye de le relever, là. Ah, je sais pas. On le voit pas où jusqu'à la fin. Non, elle va le traîner jusqu'au lit. Mais non, mais elle l'a pas traîné, elle a essayé de le relever. Ben oui, mais regarde comment c'est pas de même que ça doit se faire.
point à la ligne. Est-ce qu'il va falloir mettre des caméras dans toutes les chambres? Non, mais non, mais attention, on va faire le point tout de suite. Moi, ce que je viens de voir à l'écran, il n'y a rien qui me scandalise. Non, mais on vient de te montrer juste un petit bout. Il en manque. Là, non, mais pour les auditeurs qui ne l'ont pas vu, il n'y a rien de scandalisant dans ce que je viens de voir là. Ah oui? Tu relèves une personne de cette façon-là, toi? Ben oui, mais la personne est à tête, elle s'est tognée sa tête. Là. Non, mais tu la prends par derrière, puis tu te traînes pas avec un bras. Voyons donc, il y a des méthodes de travail. Non, elle l'a pas traîné, elle l'a tassé de côté, puis elle essaie de le relever. Là. Non, tiens, regarde derrière, tu vois ça. Mais de toute façon, ce qui est important de savoir, ce qui est important de discuter ce matin, c'est est-ce que tout le monde devrait placer une caméra de surveillance? Non, c'est complètement abruti. Comment ça? C'est ridicule. T'as confiance, toi? T'as confiance? Moi, j'ai zéro de confiance. C'est pas une question de confiance. Quand tu t'occupes pas de tes parents et t'es donc dans un CHSLD, tu vas t'attendre à des choses comme ça. Ben oui, mais les personnes Alzheimer, il faut à un moment donné les encadrer. Oui, ben, les éducatrices qui perdent patience, qui battent un enfant parce qu'on n'a pas le courage de s'en occuper quand on les met au fond, il faut s'attendre à ces choses-là. Ben oui, on en met des caméras dans certaines garderies. Non, c'est illégal. C'est illégal, mais je regrette. La commission d'accès a statué là-dessus. Il n'est pas question de... Puis même le ministre en a déjà parlé, il n'y en a pas question. Oui, mais on va parler avec, justement, la mère de cet homme qui est à l'origine de la poursuite de 80 000 Mme Chantal Contant, qui est en ligne avec nous. Mme Contant, bonjour. Bonjour. Comment vous est venue l'idée de placer une caméra comme ça dans la chambre? Parce que je voyais souvent mon père avec des bleus sur les mains et sur les bras. Puis en y regardant comme il faut, on voyait bien que c'était des doigts. Donc, c'est là que je me suis mis à poser des questions. C'est quoi ces bleus-là? À qui vous avez posé des questions? À l'infirmière, au chef d'unité, qui eux autres sont les supérieurs. Pardon? Êtes-vous allé voir le directeur du centre? Ah, mais j'ai tout fait ça. Écoutez, j'ai même été voir le député, j'ai été voir le directeur général, qui est M. Michel Bouffard. J'ai tout fait ça. Puis qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Bien, c'est ça. On me répondait, il a dû se faire ça en se cognant. On me répondait, parce que mon père était dans une étape de sa maladie qui était hyperactif. Il déménageait les meubles à longueur de journée. Il a dû se faire ça en déménageant des meubles. Donc, ils n'ont pas fait enquête, ils n'ont pas fait de suivi. Madame, on va prendre ça en note, on va vérifier. Rien. Aucune action. Ben non. Puis, M. Gendron, je tiendrais à préciser que, parce que je vous entendais là, au téléphone, j'ai pas dompé mon père d'un CHSLD. Non, mais s'il vous plaît. C'est un phénomène de société, on dompe nos parents d'un CHSLD. M. Gendron, j'aimerais ça que vous m'écoutiez. Mon père, ça fait 18 ans qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Mon père, on s'en est occupé pendant 15 ans. Ça fait pas 3 ans qu'il est placé, mon père. Puis si on l'a placé, je peux vous dire, ça a été la décision la plus dure de ma vie. Écoutez, comme une mère qui place son enfant dans un CPE après 2 semaines, je sais. Écoutez-moi, M. Gendron, quand on a placé mon père, moi, ça faisait 3 semaines qu'on n'avait pas dormi. Mon père dormait même plus la nuit. Je ne sais pas si vous connaissez la maladie d'Alzheimer. Non, je vous blâme pas personnellement. C'est le système qui est arrangé comme ça. Non, mais la société. La façon on que vous l'avez nos personnes dit, âgées dans des... Ben, c'est vrai qu'on les dompe dans les CHSLD. Mais écoute, Stéphane, domper... un instant, domper ou pas, là, ça ne justifie pas la façon de faire des préposés. Je sais. C'est le gouvernement qui est responsable d'une médecine complètement déshumanisée. C'est pas la préposée aux bénéficiaires qui l'a traîné par terre, c'est le système qui encourage ça de façon vicieuse. Quand tu dis t'as 20 préposés puis que t'as 5 minutes pour les faire manger, madame, fermez votre gueule, ouvrez votre gueule, c'est le même, ça marche. C'est pas la préposée qui est responsable de tout ce bordel-là. C'est le système qui est criminel. Ça, je suis d'accord avec vous. Oui, M. Gendron, puis je vous dirais aussi, vous avez raison dans ce que vous dites, puis c'est d'ailleurs ce que j'ai dit hier en conférence de presse. Quand c'était la période de questions, moi, ce que j'ai dit, puis c'est ce que je constate, c'est ce que je vois. On parle d'une personne qui est très présente. Mon père, il est jamais seul, jamais, du matin au soir. Mon père, il est seul seulement la nuit. Donc, quand M. Couillard disait d'être plus présent, ben, il me resterait seulement à aller passer les nuits là. Fait qu'on peut pas être plus présent que nous autres. Couillard a dit la même chose il y a 3 ans à Saint-Charles-Borromée quand on avait abusé d'une femme là, avec des propos sexuels. Il ressort la cassette à chaque fois. Je veux dire, on traite ces gens-là comme des tas de vidanges, des encombrements, des numéros. C'est vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. Ben, moi, c'est ce que je pense. Puis, M. Gendron, quand vous disiez tantôt que l'image vous a pas choqué, c'est parce que vous l'avez mal vue. Ben, c'est parce qu'on l'a pas vu jusqu'au bout. Ben, c'est ça, vous la voyez mal. Parce que j'ai vu hier où vraiment elle le traîne, puis là, on nous l'a pas montré. Fait que pour les auditeurs qui l'ont pas vu... Écoutez, elle tient par le bras, c'est parce que là, on voit pas bien. Moi, j'ai l'original de ça. Oui. Elle l'a par la main, puis moi, je crois à mon père, il marchait très, très lentement. Puis, il faut dire une chose, c'est que cette employée-là, elle était à sa dernière journée de travail de la semaine, puis elle en était à sa dernière heure. Ça se peut-tu qu'elle était elle aurait pu demander de l'aide, le pauvre homme, s'il sonnait à la tête. On le voit qu'il se frappe la tête, puis elle n'a pas demandé d'aide. Mais M. Gendron, elle l'a tiré par le bras. J'imagine qu'il marchait pas assez vite à son goût, à elle. Moi, je pense que c'est elle qui l'a fait tomber, puis vous le voyez mal sur votre enregistrement. La vidéo rend pas justice. Mais écoutez, mon père tombe à terre, puis elle le tire par le bras en le glissant
sur le dos jusque dans sa chambre. Puis M. Gendron, moi, je connais le protocole d'un CHSLD. Une préposée aux bénéficiaires n'a pas le droit de faire ça. Quand un résident tombe, elle est obligé d'aller chercher l'infirmière pour que faire un rapport, qu'est-ce qui est arrivé. Oui, puis pas seulement que ça, que l'infirmière vérifie si on peut le bouger ou le changer de place. Mais elle, ce qu'elle a fait, elle a fermé la porte, donc pour cacher son comme geste. si c'était un objet qui était tombé. Pour revenir à notre sujet, Mme Contant, est-ce que ça a été difficile pour vous de placer la caméra sans qu'on s'en aperçoive? Non, je vous dirais que ça n'a pas été difficile. Ça a été difficile de décider de faire ça. Parce que vous, là, on veut savoir, parce que M. Gendron, on veut savoir, mais en même temps, on a peur de savoir. Mais c'est ça, vous l'avez fait, la caméra, parce que la direction n'a rien fait suite à vos plaintes. Voilà. Mais il y en a combien de gens comme elle au Québec? Il y en a sûrement qui portent des plaintes, c'est ça, je te dis, qui posent des questions, qui n'ont pas de réponse. C'est pas surprenant. Des cas de même, on va en avoir de plus en plus. Ouais. Non, moi, je ne penserais pas. M. Couillard a dit que tout le monde était bien traité en CHSLD. Ça doit être seulement mon père qui a été traité comme ça. Là-dessus, je pense qu'il est dans l'erreur. Je pense qu'il est dans l'erreur. Il défend son système. Complètement. Merci, Mme Contant. Bonne chance. Alors, la question qu'on vous pose, on va faire une pause, puis on va embarquer, parce qu'il y a sûrement des gens qui ont beaucoup de choses à nous raconter sur ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils savent de ces traitements qu'on fait à nos personnes âgées dans les CHSLD. Et la question qu'on vous pose ce matin, c'est approuvez-vous l'usage de caméras cachées dans les CHSLD? Bon, quoi? On peut pas être contre la vertu, mesdames et messieurs. Là. Tout le monde nous envoie des courriels. On est tous pour l'installation de caméras. Le problème n'est pas là. Imaginez, là, un CHSLD de 300 lits, là, 300 caméras. Qui va être là? Tu vas avoir 300 écrans de télé ou d'ordinateur. Comment? Techniquement, on n'a même pas le personnel pour les laver, pour l'hygiène, pour les préposés. On peut-tu engager plus de monde et les former? C'est là qu'est le problème. Des abus, il y en aura toujours. Oui, mais moi, là, une fois que la caméra est installée, ça ne veut pas dire que tu es obligé de la regarder. Parce qu'en général, il ne se passe rien. Mais s'il s'est passé quelque chose, puis c'est enregistré sur un disque dur, tu peux faire back. Puis mais tu regardes qu'est-ce qui s'est passé. Le budget de la santé accapare la moitié du budget provincial, puis là, on va investir dans du matériel informatique, mais des ordinateurs, on ne peut pas avoir confiance. C'est pas là. Le problème est un ressources humaines. Tu as investi des préposés payés à 8,5 de l'heure que tu as ramassé dans des programmes d'emploi Québec. Là. Ça vaut-tu quelque chose d'après toi? On peut-tu former ce monde-là, les payer mieux, leur donner un code d'éthique, les suivre? Les payer mieux. Ils sont bien payés. Ben voyons donc, 8,5 pour torcher le cul de quelqu'un, tu penses que c'est bien payé, toi? Ils sont payés plus que ça. J'en suis dans une résidence privée, non. Ah, peut-être, mais dans... On le même travail que les CHSLD. Oui, mais dans des CHSLD, ça gagne pas 8 piastres. C'est un problème de ressources humaines, c'est pas un problème de caméra. C'est un problème d'intelligence de certaines ressources humaines. Oui, mais c'est quoi, là, la prochaine étape? On va mettre des caméras partout dans les CPA aussi, au cas où il y en a une qui sac une baffe à un enfant? Oui. Ça va toujours arriver. Ça va toujours arriver. Pour le diminuer, c'est d'investir dans ressources humaines, dans la formation. Oui, la formation. Comme si une personne qui travaille dans un CHSLD ne sait pas qu'une fois que tu changes la couche, tu dois laver les fesses du patient. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Et puis, ça doit faire leur affaire de ne pas avoir le temps. Je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr, moi. Pas mal certain. En tout cas, ils n'ont pas le temps. C'est ça le problème. Il manque de monde. On va prendre un appel. On va aller à Huntingdon, dans ton coin, justement. On a Marie-France qui est en ligne. Bonjour, madame. Marie-France? Allô? Oui. On vous écoute. OK. Moi, j'ai suivi un cours préposé aux bénéficiaires, justement, à Valleyfield. Et le cours, il est d'1 an. Et quand un patient arrive comme ça, qui tombe ou se blesse ou peu importe, on a besoin de le lever pour aller le mettre dans son bain, on doit être 2. Et normalement, il y a un levier pour le lever. Puis là, s'il est à terre comme ça, là, pour pas se faire mal, on doit prendre un levier et le lever à 2 personnes et non le traîner par les bras. Comme vous avez dit, on doit le prendre en dessous des bras et le lever et non prendre les 2 mains puis le tirer comme ça. C'est un manque de jugement de la personne. Ben oui. Ben c'est justement, puis en plus de ça, ben il y en a qui ont même pas de formation pour ces cours-là, OK? Il y en a là qui peuvent aller comme, je pense c'est 3 semaines, tu as un cours que tu as 3 semaines, puis c'est même pas la moitié de ce qu'ils nous montrent en un année. C'est vrai. Ça, vous avez raison, je nommerai pas le nom de certaines écoles qui font ça, là, mais vous avez raison, je les vérifie. Ils donnent une petite formation sur le tas, là, puis là, tu arrives, puis tu as l'impression que tu as reçu le gros kit, puis c'est même pas ça pendant. Justement, puis en plus, tu arrives là-bas, puis ils vous donnent plein de patients que tu n'as quasiment même pas le temps de les laver parce que tu es à la presse. Voilà. Et je veux dire, ils donnent trop de personnes pour le peu de personnel qu'ils mettent sur les étages. Tu as l'impression d'être une chaîne de montage d'une usine. C'est justement. Puis là, tu arrives là, puis le patient, il veut parler, il veut prendre un peu de temps avec toi, mais toi, tu es tellement trop occupé parce que tu en as
plein à laver, t'en as plein à faire manger, à les coucher. Si tu fais pas ta job, c'est toi qui es sanctionné par le patron parce que tu n'as pas rempli ton quota à laver, comme vous dites, puis à manger, puis tout ça. C'est ça. C'est épouvantable. C'est épouvantable ça, la de médecine constater ça. C'est épouvantable. Merci, Marie-France. Merci, On va aller à Marie-France. Michel maintenant, à Saint-Gabriel. Bonjour. Bonjour. On vous écoute, madame. Moi, je parle avec expérience. Oui, allez-y. J'ai vécu 1 mois en CHLD parce que j'allais faire ma physiothérapie, puis j'avais été opérée pour une hanche. Oui. Et il n'y avait pas d'autre place, alors on m'a envoyé là. J'ai 58 ans. Alors, j'ai vu, c'est quoi, 24 heures sur 24. Et les pauvres préposés, là, ils courent comme des fous. Et ce que je trouve le pire dans tout ça, là, c'est qu'il devrait avoir au moins 2 hommes dans tout l'hôpital qui seraient juste là pour relever les gens et les tourner. Des colos, ben des oui. bons colos, là, ça coûterait quoi, ça? Et moi, là, je vous dis, la femme, elle venait lui mettre la bassine, là. Puis elle avait le bassin cassé, elle avait une grosse accident d'automobile, là. Ben, elle pouvait être 45 minutes sur la bassine, elle souffrait le martyre. Ben, c'est moi, avec ma marchette, qui allait y enlever la bassine, qui le mettait sur la table à côté, en attendant qu'ils puissent venir, eux autres, s'occuper d'elle. Et à un moment donné, je me suis mis à me promener dans les passages, puis à aller donner de l'eau à ceux qui en demandaient, à aller donner la main, jaser. Et j'ai dit, même avant de partir, j'ai dit, moi, j'aimerais ça venir faire du bénévolat, hein. Ben, savez-vous ce qu'ils m'ont dit? On a déjà 5 bénévoles. Si on en a plus, ça va couper des postes. Oh. On m'a refusé. T'as dit, il y a de l'imbécilité consumée dans ces places-là. Ça n'a pas de bon sens. Ben, quand vous pensez que je suis en marchette, puis c'est moi qui prends soin, puis la dame, elle a fait une éruption cutanée dans la nuit, le dos épais, à peu près 2 pouces épais. C'est moi qui l'ai lavé à l'eau froide, qui lui ai mis une crème pour la soulager. Ça a pris 4 jours avant qu'un dermatologue vienne, puis qu'il diagnostique une dermite de contact. Le système est pourri. Le système est pourri, puis on confie nos aînés dans ce système-là parce qu'on n'a pas... Puis le système est pourri, puis le système syndical aussi doit l'être. Parce que, regarde, on vient de dire que le syndicat ne demande pas mieux que d'engager du monde, au contraire, puis de les respecter. Oui, mais à un moment donné, si t'en as 14, puis t'as 14 femmes, puis on vient de dire que ça prend 2 hommes ou 3 hommes sur les équipes de travail au cas où il arriverait des cas lourds. Oui. Tu fais quoi? Est-ce qu'on a le droit d'en congédier 3 pour régulariser la situation? Toi, on sait que les femmes au travail... C'est pas que j'aime pas ça. Je fais juste te dire qu'elles ne sont certainement pas capables de lever un gars de 200 livres. Absolument. Bon. Mais s'il y avait 2 hommes pour tout l'hôpital, là, qui seraient attitrés juste à ça, à tourner des patients, pas les laver, là, juste tourner, ramasser, faire les cas lourds. Déplacer un patient. Oui, les préposés auraient plus de temps. Mais là où ce que je trouve ça dommage, c'est que j'ai voulu être bénévole, là, puis je n'ai fait de bénévolat pendant 1 mois. Il voler ma job. Oui, parce que... J'aime ça comme comportement. C'est la garde en chef qui m'a dit ça. Non, parce que si on a trop de bénévoles, le gouvernement va nous couper des postes. Ah, oui. Non, mais ça, c'est vrai, ça. Oui, tu vois, c'est pas le syndicat pantoute. Oui, vous avez raison, Michel. Merci, Michel. Bonjour. On va aller maintenant à Manon, à Drummondville. Manon, bonjour. Drummondville, allô? Oui. On vous écoute. OK. Moi, j'ai travaillé dans une maison pour personnes âgées. Oui. J'avais pas de cours. Sauf que j'aimais beaucoup ces personnes-là. Puis, c'est ça, le problème, c'est qu'il manque de monde. Il manque carrément de personnel. Prendre 5 minutes pour laver quelqu'un, on va dire les vraies affaires, on passe tout droit à bien des places, là. Ben oui. OK. Puis là, on met des crèmes pour enlever la croûte de la semaine d'avant. C'est inconcevable, ça se peut pas. Mais oui, mais t'es toujours pas blâmé. Tu blâmes pas les préposés. C'est les directives qui ont. Moi, là, ma femme s'est occupée de sa grand-mère jusqu'à temps qu'elle meure dans le CHSLD à Laval. Elle avait des plaies de lit. Elle la faisait manger parce que la pauvre fille qui s'en occupait avait juste 3 minutes pour y faire avaler son gruau. Puis là, elle s'étouffait puis elle crachait partout. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas agréable pour un préposé non plus d'agir de même. Hein? Ce pauvre monsieur là, qui se fait tirer à bout de bras comme ça, là, une personne âgée, on sait que les os sont fragiles, tout est fragile. Alors, la personne aurait pu y casser un bras. Peut-être bien pire, mais oui. Ça n'a pas de bon sens. Ça prend 2 personnes, là, minimum, pour les ramasser, ces personnes-là. Il n'y a pas de suivi, de formation continue. Tu sais, je veux dire, la gériatrie, là, les personnes âgées, ça évolue, on en a de plus en plus. Puis, et à chaque fois, quand on dénonce, puis quand on monte des affaires comme ça, on s'occupe de ce cas-là en particulier. On a l'impression qu'ailleurs... Mais t'es d'accord que des caméras, ça règle pas le problème. Le problème est plus profond que ça. C'est un problème de ressources humaines, comme le dit Manon. Moi, je pense quand même que la caméra, telle qu'on en parle, là, la caméra va discipliner un peu plus les gens. La peur, c'est ça. Tu veux une gestion de peur au lieu d'une gestion de compétences. C'est ça que tu veux. Il faut la gestion par la peur. Oui, mais si on n'a pas assez de monde, il faut au moins s'assurer que ceux qui sont là vont faire les choses correctement. Moi, ça me dérange pas, moi, de payer 60 d'impôts et plus pour s'occuper de ces personnes-là. Okay. Merci, Manon, de votre appel. On va faire une pause, mais je vous rappelle tout de suite notre question. Approuvez-vous l'usage des caméras cachées dans les CHSLD? Après ce que vous avez vu au cours des 2 derniers jours,
On attend vos commentaires. On va régler la question des salaires. J'ai 2 courriels. Un qui me dit qu'une dame qui travaille dans un privé à 7,90 $, puis l'autre qui dit « je travaille à 16 $. Oui, non, mais les salaires, c'est très disparate. Mais dans le privé, en général, c'est plus bas que dans un CHSLD syndiqué. Ici, on est inondé de courriels. Là, oui, et d'appels aussi. Nancy Manning, qui résume à peu près l'ensemble de ma pensée. Je réagis fortement à ce sujet. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Moi, j'ai la vocation et je me bats quotidiennement pour la qualité de vie de mes clients. Le système nous oblige à leur donner à manger vite, les bains, les ci, les ça. On n'a pas le temps de tisser des relations avec nos gens à cause du système. Peut-être vrai. Mais c'est vrai. Regarde Mme Paquin de Grand-Mère qui a agi comme animatrice dans une personne. Elle nous dit qu'à un certain moment, elle a été témoin d'une femme qui avait besoin d'aller aux toilettes. La préposée lui a dit « il est midi. Vous avez le droit d'y aller rien qu'à 1h30, faites ça dans votre couche. » Ben oui. On dit la même chose aux enfants aussi dans les écoles primaires. C'est pas l'heure d'aller aux toilettes, retiens-toi. Pisse dans tes culottes. C'est ça, c'est ça le système. Puis, et j'ajoute, et elle ajoute, j'ai pas pu l'aider parce que j'avais pas le droit d'intervenir pour l'amener aux toilettes. Non, parce qu'il y aurait eu un grief. C'est ça. J'aime ça, moi, des systèmes comme ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est l'État-providence. C'est le maudit modèle québécois de cul qu'on veut préserver. Ouais. Qu'on veut préserver. Ça, t'as bien raison. Oui. Qu'on veut préserver. Tous les gouvernements qui se succèdent, aucun n'est capable d'affronter la situation, d'affronter les gens puis de régler le problème. On va vous donner un peu plus d'argent parce qu'on va taxer un peu plus, puis ça devrait vous calmer pour une couple d'années. Ça veut faire un pays avec ça, le modèle de cul de Québec. Ouais. On prend un appel à Rawdon. Michel, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Ben, ce qui se dit, c'est réellement vrai. Moi, je m'en prends pas aux employés parce qu'ils font le possible. Je peux vous dire que j'y vais à peu près 3 à 4 fois par semaine, mais à l'heure du souper, je suis là. Oui. Je regarde ce que mon copain mange, je tiens à ce voir ce qu'il mange. Des fois, je les aide. Je leur en fais manger 1 ou 2 parce que, comme vous dites, ils n'ont 7 à 8 à faire manger en même temps. Fait que si vous voulez, puis il n'y en a pas d'employés. Ils ont 7 à 8 à faire manger, Michel, puis dans un CPE, dans une pouponnière, tu as une éducatrice pour 5 bébés, sinon elle déborde. Mais d'un CHSLD, bon, pas grave, c'est des vieux, on va lui en donner 10. Faut-tu être dégueulasse? Oui, monsieur. Je peux vous dire que c'est dégueulasse, ce qui arrive, là. Puis je peux vous dire aussi que beaucoup d'enfants qui ne s'occupent pas de leurs parents. Les maudisses là-dedans, comme dans le fond d'une grange, puis arrange-toi. Oui, en attendant que tu meurs, oui. Oui, c'est ça. Puis j'ai assez peur que ça m'arrive. Moi, je demande au voisin qui vienne me chercher vite. T'avais bien raison, dans le fond. Là, mais ce que c'est qui se dit, c'est vrai. Puis la proposée qui a traîné le chose, elle n'avait pas raison parce qu'elle avait qu'à chercher un livre puis le lever parce que je l'ai vu, moi. Puis j'étais là, il y a une personne qui est tombée à terre déjà. Puis ils ont été chercher le livre puis ils l'ont mis sur le livre pour la ramasser. Puis ça, il faudrait qu'il y ait un petit peu plus d'attention. Comme fermer la porte, là, je peux vous dire que il y a une personne qui est rentrée, puis il y a une porte qui est ouverte, puis la personne s'est plainte parce que la porte est ouverte, ça a dérangé la visiteuse. Elle s'est plainte au niveau du bureau. Maintenant, quand on rentre, il claque toutes les portes. Ouais. Pour pas qu'on voit dans les chambres. Michel, merci. On va aller à Victoriaville. En tout cas, je peux vous dire, c'est ça. Merci beaucoup, Michel. C'est beau. Lynn à Victoriaville, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, moi, j'étais préposée aux bénéficiaires. Oui. Et puis, moi, j'ai vu des choses, là. J'ai travaillé à la Prairie, dans une résidence privée. Et la cuisinière, elle, pour elle, réduisait de moitié la portion des résidents en donnant comme raison que ce sera bon pour une bonne augmentation de salaire. Et moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Je lui ai dit, ben voyons donc, ils ont le droit de manger comme tout le monde, 2 portions complètes. Mais elle dit, moi, je pense à mon salaire. Fait que moi, j'ai vu des personnes âgées dépérir, parce que sûrement que par faim, je crois, et parce qu'ils devenaient comme agressifs ou agités, ben là, ça lui donne une petite pilule de plus. Non, mais avez-vous porté plainte, vu que vous avez été témoin de ça? Ben moi, j'ai été donné témoin, j'en ai parlé à la directrice, puis elle a dit qu'elle croyait
Pas prêt. Puis Vous moi, croyez ce que je pas. disais, c'est justement. C'est ça. C'est tous ceux qui portent plainte dans ce domaine-là se heurtent à cette espèce de mur d'imbéciles qui disent « Ouais, non, ça doit pas être ça. Vous ne devez pas avoir... » Non, mais t'as jamais raison. Notre société met ses valeurs sur l'apparence, la santé, la performance. Le bonhomme ou la bonne femme qui rentre là-dedans, sais-tu comment est-ce qu'il reste de temps en vie là-dedans dans un CHSLD? J'ai les chiffres, moi. Ah oui? Il y en a 105 000 dans la région de Montréal qui sont dans un CHSLD. Quand ils rentrent là, 3,83 années pour mourir. Donc, c'est des mouroirs. Ils sortent de là en cercueil. La moyenne de séjour, c'est 3 ans et 8. Puis après, ils meurent. Alors que la société n'est pas intéressée à investir dans des corps morts. C'est du bois mort. L'idéal politique, ça doit être de baisser ça en bas de 3 ans. Oui, pour sauver de l'argent. Hey, merci, Hélène, de votre appel. On va aller rejoindre Dave Leclerc à Québec, qui est dans son studio. C'est quoi votre sujet ce midi, mon Dave? Bien évidemment, l'AVC de Jean-Pierre Ferland a touché bien des gens, bouleversé bien des gens. Et particulièrement, ce qui est touchant là-dedans, c'est qu'il s'apprêtait à prendre sa retraite. Et donc, dernier spectacle ce soir. Hier, souffre d'un malaise. Et notre question est la suivante aujourd'hui. On ne veut pas nécessairement faire de lien de cause à effet avec Jean-Pierre Ferland, mais ça nous inspire quand même cette question. Le stress de la retraite peut-il rendre malade? Oui. Vous connaissez des gens, j'ai connu des gens, même ici à TQS, qui après 6 mois après leur retraite ont découvert un cancer, ont fait une crise cardiaque et dans certains cas sont morts. Est-ce que la retraite peut nous rendre malade, le stress de la retraite? Moi, je pense que oui. Je vous donne juste un tuyau. Allez chercher les statistiques des retraités d'Hydro-Québec. Juste pour voir. Vous allez voir combien de temps ils vivent quand ils prennent leur retraite. C'est pas cher pour le fonds de pension qu'ils ont accumulé. Ça coûte pas cher. Je me laisse une note. Le nerf de la guerre, là, quand tu t'en vas à la retraite, tu as travaillé toute ta vie, savez-vous, c'est quoi? C'est quoi? C'est qu'il faut que tu réapprennes à vivre avec ta femme. Non, c'est vrai. Non. Hey, je te jure, il y a un paquet de couples qui se séparent à la retraite. Dave, il a raison. Mais il faut pas... J'ai connu des gens qui m'ont dit hey, t'as bonne femme d'en face à tous les jours. Je sais pas comment je vais faire. C'est plus comme quand j'avais 20 ans, là. Chez nous, mes parents, ma mère a pris sa retraite, ça va faire 2 ans au mois de février, elle a pris à 55 ans. Mais une chose était claire, je suis prête à prendre ma retraite, mais pas en même temps que toi, mon cher mari. Alors, mon père travaille toujours. OK, alors on vous écoute à midi. Je vous rappelle la question qu'on pose ce matin. Approuvez-vous l'usage de caméras cachées dans les CHSLD? Hey, j'en ai un, là, ça me donne mal au cœur. Oui. Mme Boivin de la Naudière, elle a travaillé pendant 17 ans. Elle raconte comment elle a dénoncé des agissements de ses collègues de travail puis que ça n'a jamais rien donné. Vider la bassinette dans le sac de serviettes sales plutôt que d'aller le vider dans la toux. C'est trop loin. De toute façon, ça s'en va au lavage. Taché de pisse ou taché de vomi. Ah non, il vide ça dans le lavabo. Il vide ça dans le lavabo plutôt que d'aller vider ça dans les toilettes. Ouais, tu fais pas dans le lavabo, toi? Non. T'as jamais fait ça? Voyons donc. Bon. Ici, j'ai un courriel de Marie Thibault de Sainte-Julie qui nous dit « Ma mère travaille dans un de ces établissements, un CHSLD, et elle est seule la nuit avec 40 patients. Ah! Puis elle dort pas la nuit, là. Non. Elle s'occupe, là. Elle en a 40 sous sa supervision la nuit. Allô? Par contre, on s'étonne qu'il y ait des dérapages. Monsieur Couillard, allô? On a un problème. Beaucoup plus grave que celui qu'on vous raconte. Le super ministre de la Santé qui a dit il y a 6 mois, j'ai pas de solution pour le système de santé. Si vous en avez, écrivez-moi. Ça, c'est un ministre. Ça. On va aller à un appel à Laval. Carmen, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je vous appelle, c'est parce que ma mère, on est 2006, et puis ma mère est morte dans un centre d'accueil comme ça pour personnes âgées. Elle était Alzheimer. Oui. Et puis, quand elle est entrée là, elle n'a pas été longtemps là avant de mourir, là. Parce que quand elle est entrée, elle était Alzheimer, mais seulement qu'on s'en occupait, nous aussi, à tous les jours, on était là, excepté la nuit, aussi comme l'autre madame. Et puis, ma mère avait des bonnes jambes, même si elle était Alzheimer, fait qu'elle allait dans les chambres voir le monde, et puis elle se promenait dans le jour, là. Oui. Et puis, elle dérangeait. Alors, quand ils ont vu ça, ils l'ont amené dans sa chambre et puis ils l'ont mis sur les pilules, là, mais le nom, je l'ai oublié. Et puis, pour la mettre qu'elle dormait dans le jour, fait qu'elle dormait le jour et la nuit. Ah oui, knockez-les pour la journée, oui, qui ne dérange pas. Le temps qu'elle crève, tu sais, on va droguer le temps qu'elle crève. Oui, ça fait que le problème, là, il manque, c'est pas juste depuis 2006, c'est depuis avant l'an 2000, parce que ma mère est morte le 1er septembre 2000. Et puis, le problème est là, que ça dure depuis longtemps, là, cette affaire-là, qui manque
manque de personnel pour s'en occuper aussi, là. Parce que quand on était là dans le jour pour la faire manger, les préposés, là, si on n'arrivait pas à temps pour la faire manger, ils enlevaient son cabaret parce qu'il fallait la faire manger. Oui, c'était là. Alors, il manque de personnel. Puis imaginez les boomers, là, qui vous nous écoutez dans le salon, là, vous avez dans cinquantaine, dans soixantaine, c'est ça qui vous attend dans une couple d'années, là. Hein? Oui. C'est ça qui vous attend. C'est ça qui est une catastrophe. Puis imagine la gang qui va arriver en même temps. Toi aussi. Moi, je vais être mort avant ce temps-là. J'aurais pas ce problème. Dans le fond, c'est quasiment ce qu'on doit se souhaiter, hein? Mourir avant d'aboutir. C'est le cocktail. Quand on est rendu aux couches d'un CHSLD, tu prends la pilule, tu t'en vas. Merci, Carmen. Est-ce qu'on a le temps pour un autre appel? Alors, j'avais du courriel. J'ai quelqu'un ici qui me dit « Je suis pour les caméras dans les centres pour personnes âgées et j'appliquerai la même règle, la même rigueur dans les CPE. » Oui. Il y en a un ici, les caméras cachées, oui, mais dans les bureaux de députés. Là, on verrait si le député est là le jour, le lundi, dans sa journée de comté. Moi, j'en connais écoute celle-là. Le ministre Couillard ne veut pas de caméra. Mais le Parti libéral veut des photoradars sur les routes. Oui, les écœurants. Je compte ça. C'est vrai. Merci d'avoir été là. Bon week-end. À lundi. Bon vendredi 13. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission, Monsieur le maire. Hey, bonjour. C'est bien plus meilleur dans les journaux anglais. Oui. Bien plus meilleur. Les Anglais. Hey, la première page du National Post, la Gazette a mis ça en page 12, mais la première page du National Post, la vie sexuelle de Pierre Elliott Trudeau, un nouveau livre qui vient d'être publié, qui s'appelle Citizen of the World, The Life of Pierre Elliott Trudeau, par John English. Et lui a eu accès à un paquet de documents qui n'avaient jamais été révélés, qui nous font apprendre. Imaginez-vous que ce premier ministre Playboy que nous avons eu est resté vierge jusqu'à 27 ans. Oh, puceau jusqu'à 27 ans. Jusqu'à 27 ans. Moi, j'ai perdu ça à 17 ans. Ça va probablement être dans tous les journaux francophones demain, là, mais c'est assez intéressant. Toi, dans une minute, là, on va faire un tour de table. Un tour de quoi? Pourquoi là, ils nous mettent le National Post? Ben, c'est ça, regarde. Oui, c'est correct, c'était le titre. Okay. Le titre. Bon, ben là, attention. C'était une espèce de... d'archive ambulante. Oui, il conservait toutes ses lettres d'amour. Avec les blondes, c'est quoi? Il voulait baiser avec lui, quoi? Ben, il y en a deux qui lui l'ont refusé en mariage, avant Marguerite. Ouais. Ça ne les intéressait pas. Et là, quand tu regardes, il y en a une qui était une Suédoise, une diplomate suédoise, Hélène Segerstrail. Et quand elle lui écrivait, elle signait Puss. P-U-S-S, pouce. Oui, ça veut dire quoi, ça? Je sais pas. Quel drôle de... Quel drôle de... Pouce en dedans de moi. Poussi? Non? Poussi. Ah, Poussi! Poussi. C'est là que ça devient Poussicat. Ça doit venir... C'est ça, Poussicat. Poussicat, c'est la rue Ontario, là? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Ah, là, tu viens de te mettre les pieds dans la bouche. Non, il y a eu un jugement de la cour dans le temps. Le Poussicat, c'est un endroit où tu peux aller te soulager devant tes danseuses. Et ça avait été jugé légal. Et cet homme, mesdames, messieurs... connaît tous les recoins de Montréal. Montréal est une ville conviviale. C'est un guide touristique pour les bas-fonds de Montréal. Mais la Cour avait dit qu'on peut se soulager devant une danseuse et c'est tout à fait légal si ça se fait dans un cubicule. Mais Pierre-Éliott Trudeau te donne raison. Oui. Dans une de tes affirmations, parce qu'on apprend que c'est seulement dans la cinquantaine qu'il a commencé à avoir une vie sexuelle très active. Or, dans la cinquantaine, c'est à peu près le moment où il est arrivé en politique. Oui. Et tu disais souvent que dans les officines politiques, ça crée une testostérone. Kennedy baisait derrière les cordes de porte, régulièrement. Mais Moi, quand j'étais à Québec, au complexe G, le bureau du ministre au 16e, puis au bureau du sous-ministre, on entendait des gémissements après 5 heures l'après-midi. Ben voyons donc. D'un parti du PQ, je vous fais grâce des détails. Ah! Le PQ porte bien son abréviation. Ah, t'es salaud! Ce matin, là, je vais te dire, t'en manques pas une. Oui, c'est vendredi 13. Bon, je t'ai donné raison sur une affaire, mais tu vas finir par me donner raison sur une autre. On dit... Dans la presse de ce matin, et j'en suis fort aise, la féminisation de la profession médicale, les femmes médecins, accentue la pénurie de médecins au Québec. Ben oui. Conciliation travail-famille, il faut vivre avec ça. On a des beaux discours, non, mais c'est parce après on les met en pratique, puis on fait des manchettes avec ça, c'est normal. Non, mais c'est parce que tu as déjà contesté cette affirmation-là. Non, jamais dit. Non. Qu'est-ce que j'ai dit? À chaque fois que j'ai fait ces allusions-là, puis en plus, je pouvais citer le Doc Mayou.
Parce que le Doc Mayou dit ça depuis longtemps. Plus il y a des femmes, moins il y a de temps consacré par les femmes, comparativement aux hommes, à leur profession. Parce qu'elles ont un travail. Non, c'est pas un péché. Bon, ben mais qu'on arrête de se plaindre. On se plaint pas. On se plaint parce qu'on peut pas. On se plaint parce qu'on ne peut pas trouver de médecin. Ben, contingentons la profession puis demandons plus d'hommes dans la profession puis il va y avoir plus d'heures de travail consacrées par. Hey, écoute, on a plus de médecins par tête d'habitant au Québec qu'il y en a dans le reste du Canada. Mais le problème n'est pas la maternité des femmes. Moi, je l'ai perdu à 17 ans. Pierre-Éliott Trudeau à 27 ans. Et toi, Richard? Ben avant ça. Ben avant ça. Ben avant toi. Ben avant moi? Oui. Bon. Je savais pas que t'étais... Mais, tu regarde, là, c'est pour ça que je veux jamais parler de ma vie privée. Avec toi, tu fais toutes sortes d'insinuations. Moi, je l'ai faite avec une Française de Paris. Ah ben moi, je te dirais pas avec qui. À Brossard, dans un condo. Je suis revenu avec du linge différent. C'est là que ma mère s'en est aperçue. C'est vrai. Écoute, mais Pierre-Éliott Trudeau, imagine-toi, en 1947, consultait un psychanalyste à Paris. Ah oui? Oui, parce qu'il y avait des problèmes avec ça. Puis son problème venait de son fondement catholique. Oui, ça, la religion, ouais. Ça fait bien du ravage. Ça rend impuissant. La chasteté réclamée par la religion catholique empêchait Pierre-Éliott Trudeau d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Donc, à 27 ans, il était puceau. Et là, on révèle des lettres de ses ex là-dedans, parce qu'il a tout conservé. Il conservait